Bonjour et bienvenue dans Une semaine en France. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour décrypter les grands sujets de l'actualité nationale. Cette émission a été enregistrée ce vendredi 12 août dans les conditions du direct. Aujourd'hui, nous reviendrons largement sur le raidissement du climat politique alors que les leaders de la droite se préparent à entrer dans une primaire très disputée. Les propositions de Nicolas Sarkozy sur le droit de la nationalité préfigurent-elles l'année électorale à venir ? Nous nous demanderons avec nos invités si la société française se droitise suite aux attentats. C'est une annonce assez prévisible qui est venue briser cette semaine la monotonie des revues de presse estivales. Dans un entretien à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, Nicolas Sarkozy confie vouloir revenir sur le droit de la nationalité. Le droit du sol ne devrait plus être automatique. La guerre nous a été déclarée, plaide l'ancien chef de l'État. La République ne reculera plus sur rien. Nicolas Sarkozy n'a pas encore rendu officielle sa candidature pour la primaire des Républicains, mais le ton semble déjà en être donné et les thématiques liées à l'identité et au droit de la nationalité risquent bien d'y occuper une place centrale. Pour le quasi-candidat, les thèmes ne sont certes pas nouveaux, mais depuis les attentats de janvier 2015, ils semblent entrer en résonance avec une certaine demande sociale. Certains mots, inimaginables il y a encore quelques années, sont désormais prononcés par les plus hauts responsables d'un bout à l'autre du spectre politique. Expression de la panique ambiante ou stratégie politique bien calculée après les attaques terroristes. Finalement, au-delà des succès électoraux du Front National, les thèmes portés par les droites extrêmes depuis des années seront-ils au cœur des débats pour la prochaine élection présidentielle ? La société française bascule-t-elle vers l'extrême droite ? Pour débattre de ces sujets compliqués, nous recevons Nicolas Lebourg. Vous êtes en duplex depuis Perpignan. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historien, membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès et chercheur associé au CEPEL, le Centre d'études politiques de l'Europe latine à Montpellier. Vous êtes spécialiste de l'extrême droite et auteur d'un ouvrage, Les droites extrêmes en Europe, écrit à quatre mains avec Jean-Yves Camus, publié au Seuil. Et je signale aussi la publication, le 25 août prochain, d'une lettre aux Français qui croient que 5 ans d'extrême droite remettraient la France debout, aux éditions Les Échappés. Nous sommes dans quelques minutes aussi au téléphone avec Jérôme Fourquet, qui est directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Il a publié plusieurs enquêtes d'opinion suite aux attentats, dont la dernière, intitulée « Le spectre de la guerre civile ». Et nous serons également par téléphone tout à l'heure avec Stéphane François, historien, maître de conférence à l'Université de Valenciennes, chercheur associé au groupe Société, Religion, Laïcité du CNRS. Nicolas Lebourg, vous êtes avec nous depuis Perpignan. Je ne peux pas m'empêcher de dire quelques mots sur votre ouvrage dont je donnais le titre il y a un instant, cette lettre ouverte qui se présente sous forme donc d'une succession de lettres adressées à plusieurs types de Français tentés par le vote Front National. Alors quelques exemples, un professeur d'histoire d'Albi, un ouvrier agricole de Senlis, un plombier juif de Vénissieux, un médecin d'Aix-en-Provence, etc. À vous lire, on a le sentiment que la tentation du vote pour l'extrême droite aujourd'hui est généralisée, qu'elle concernerait toutes les catégories sociales, et vous écrivez en introduction que la demande autoritaire a atteint l'hégémonie culturelle, vous référant à Antonio Gramsci. Est-ce que les choses sont réellement aussi graves que cela, Nicolas Lebourg ? La société française est-elle à ce point tentée par l'autoritarisme ? Alors sur le plan de la sociologie électorale, effectivement, il y a aujourd'hui un Front National qui parle à toutes les classes. Le Front National, au début, lorsqu'il émerge, ce sont des électeurs de la droite conservatrice qui ont antérieurement voté pour Jacques Chirac et qui sont plutôt aisés. Ensuite, après 1995, c'est un électorat qui se prolétarise. Ce qui se passe depuis quelques années avec Marine Le Pen, c'est effectivement un vote qui se nationalise et qui devient profondément interclassiste. Parce qu'effectivement, ce parti correspond à une demande culturelle, correspond à une structure culturelle aujourd'hui. Il y a l'idée très nette que la France s'orientaliserait, que la France se fragmenterait et que face à ça, il y a un besoin d'autorité. Tout à l'heure, Jérôme Fourquet parlera sans doute de sondages. Je vais me permettre d'en citer juste 2. L'année dernière, un sondage nous disait qu'il y avait plus de 80% des Français qui trouvaient qu'il n'y avait pas assez d'autorité et 70% des sondés qui disaient que c'était mieux avant. Mais est-ce que justement cela est spécifique au contexte post-attentat ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui viendrait depuis plusieurs années en fait, en arrière ? Alors, si on regarde de manière un peu structurelle, il y a un jeu en fait qui commence dès les années 70, qui est pas propre à la France, qui est à l'échelle de l'Occident, Europe, Amérique. Ce qu'on appelle vulgairement la droitisation. La droitisation, c'est pas juste Monsieur Zemmour, etc. La droitisation, c'est depuis 40 ans le délitement de l'État social au bénéfice de l'État pénal et le délitement des valeurs qu'on pourrait appeler de l'humanisme égalitaire
au bénéfice de l'autorité. C'est quelque chose qu'on voit depuis 40 ans, et vous le voyez bien d'ailleurs. Là, vous faites une émission, on parle de la France, mais dans 3 semaines, sur vos ondes, on entendra parler de l'élection américaine, etc. Alors, on pourrait aussi citer le Premier ministre Manuel Valls, qui, après les attentats de Nice, disait que la réponse à l'État islamique ne peut pas être la trumpisation des esprits, je le cite. Cette référence justement à Donald Trump vous semble pertinente. On peut comparer comme ça les deux côtés de l'Atlantique ? Comparer, c'est toujours très bien, tant qu'on n'assimile pas les phénomènes, ce qui est toujours très faux. Donc ensuite, Donald Trump est un peu l'épouvantail actuel. On comprend que le Premier ministre, de manière polémique, utilise la formule. Est-ce que cette trumpisation est une lepénisation, Nicolas Lebourg ? Est-ce que vraiment, alors je vous repose un peu la question de façon différente, est-ce que voilà cette idée selon laquelle le petit peuple ou les white trash aux États-Unis, le petit peuple en France aurait été oublié par les élites, c'est quelque chose qui porte aujourd'hui, qui peut porter une demande politique ? La thématique de la césure entre le peuple et les élites, c'est une thématique extrêmement forte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne fonctionne pas que sur les gens des classes populaires. Vous avez près de 19% des foyers où on gagne plus de 6 000 euros par mois, où on s'apprête à voter Front National sur les intentions de vote. À Neuilly, on a vu le vote FN progresser de 34% en quelques années. Donc c'est pas juste les gens des classes populaires, ils servent souvent de prétexte aux gens des classes supérieures, aux gens qui gagnent beaucoup d'argent, pour dire « je suis avec le peuple, si vous me critiquez, vous critiquez le peuple ». Mais c'est un peu une excuse. Il y a en fait un décrochage complet entre la démocratie représentative et l'électorat, qui se fait aussi dans un contexte qu'il faut bien reconnaître, qui est le contexte européen de post-démocratie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par post-démocratie ? Bon, on l'a bien vu en Grèce l'année dernière, vous avez un référendum qui va dans un sens et une politique faite ensuite qui va dans l'autre. Donc ce décrochage de nos institutions démocratiques, il a aussi des raisons objectives. Nicolas Lebourg, on évoque régulièrement cette montée du Front National en France qui semble inexorable, mais les dernières élections régionales tout de même, qui se sont tenues après les attentats de Paris, ces élections n'ont-elles pas montré que le Front National se trouverait finalement bloqué toujours sur ce plan électoral, malgré une progression en termes de voix, 6,82 millions de voix, record battu pour Marine Le Pen, si on peut s'exprimer ainsi, mais à la fin, aucune région remportée. Alors il y a 2 éléments pour vous répondre. Il y a d'un côté la stratégie du Front National, de l'autre la structure sociale. La structure sociale, lorsqu'on regarde précisément les cartes telles qu'elles sont, lorsqu'on regarde à l'échelle des communes le vote des régionales, la question centrale, celle dont tout le monde aurait dû débattre le soir du premier et du second tour, c'est la question de l'aménagement du territoire. On voit très très bien à quel point c'est lié au vote FN et à quel point le sentiment d'abandon, cette représentation de territoire abandonné avec le départ du service public, etc., est en train de structurer très largement le vote FN. Vous aurez noté comme moi qu'on n'a absolument pas parlé de ça ces soirs-là, qui fait qu'on n'a absolument pas répondu à la question posée par l'électorat. D'un autre côté, il y a la stratégie du Front National. La stratégie actuelle du Front National de Marine Le Pen et de Florian Philippot est une excellente stratégie de premier tour et une désastreuse stratégie de second tour. Nicolas Sarkozy a d'ailleurs compris un peu les choses, puisqu'on avait vu aux européennes Jean-François Copé chercher à aller sur le thème de l'islam, à parler des menus avec du porc dans les cantines aux européennes. Le Front National est sorti premier, parce que les électeurs ont préféré l'original à la copie. Et là, Sarkozy a enfin compris, il parle de la monnaie européenne, de la sortie de l'euro, pour aller cliver effectivement avec le Front National sur des thèmes où les Républicains, selon le nom du parti, ont effectivement une prime. Alors justement, un mot sur ce que d'aucuns nomment depuis plusieurs années la dédiabolisation du Front National, menée sous l'égide de Marine Le Pen, autour de la figure aussi de Florian Philippot que vous venez d'évoquer. Alors Florian Philippot, pour le situer un tout petit peu, donc ancien militant chevènementiste qui se réclame également du gaullisme. Donc on voit que ce procédé de dédiabolisation est au cœur de la stratégie électorale. Ça lui a permis de colorer son discours d'une teinte sociale, de s'adresser à des populations déclassées. Certains militants du coup du Front National de l'ancienne époque ne s'y reconnaissent plus. D'où dans votre ouvrage, votre dernière lettre, un électeur lepéniste dubitatif, dites-vous, qui aurait perdu ses repères. Mais selon vous, le Front National n'aurait pas fondamentalement changé. Ce que vous dites à cet électeur, c'est « le Front National, c'est encore vous, monsieur ». Oui, tout à fait, c'est vrai. D'abord parce que ce qui motive au premier chef les militants du Front National et les électeurs du Front National, c'est l'idée que l'immigration est le problème central. Elle est le problème économique, elle est le problème social, elle est le problème culturel, elle correspond au problème de l'emploi. Cette thématique-là reste, et le programme du Front National, là-dessus, reste extrêmement ferme. On n'utilise plus le terme de préférence nationale, mais il y a tout le reste, que ce soit sur le fait d'en finir avec l'aide médicale d'État, sur la fermeture des frontières, même l'interdiction de manifestations, de soutien aux sans-papiers, etc. Le programme reste extrêmement dur, il n'a pas changé. Et puis vous savez, la gauche
Dans notre histoire politique, c'est avant tout une question de programme, qui fait que résultat, quand il est trahi, les gens sont fâchés. La droite, c'est une question de style. L'extrême droite, c'est une question de vision du monde. C'est l'idée que la société doit être comme un tout organique. Et cette vision du monde-là, elle n'a pas changé. C'est toujours celle de Marine Le Pen. Et c'est pas du tout injurieux d'ailleurs de le dire. Quand moi je dis extrême droite, c'est pas une injure, c'est une qualification historique qu'on retrouve en France au début, dans les années 1820. Mais cette tension justement entre deux visions de l'extrême droite, cette vision organique que vous décrivez, une vision qui s'adresserait plus à des classes populaires ou des populations déclassées, c'est ce qui est à l'origine justement de ces tensions très fortes au sein du Front National. Au sein du Front National, il y a des tensions qui sont à la fois des tensions, comme dans tous les partis, des tensions idéologiques et des tensions personnelles. On parle souvent de la ligne, effectivement, que représenteraient Robert Ménard, Marion Maréchal Le Pen, à la fois plus libérale économiquement et plus identitaire au niveau de la nationalité par rapport à celle de Florent Philippot. Il vous aura pas échappé que Robert Ménard et Marion Maréchal Le Pen sont des élus dans un système politique à deux tours. Ce que je vous disais tout à l'heure, la stratégie Philippot, elle marche au premier tour. Il est élu, il est eurodéputé. Eux, ils sont élus à deux tours. Donc, ils ont bien la preuve que leur stratégie marche dans ce cas-là, et parce qu'ils arrivent à rassembler, au-delà du Front National, des secteurs de droite radicalisés qui viennent agglomérer à eux. Donc, cette stratégie, c'est à la fois des questions idéologiques, mais des questions stratégiques aussi. Alors, nous allons retrouver tout de suite un autre invité par téléphone, Jérôme Fourquet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié, Jérôme Fourquet, au mois de juillet, une étude à la tonalité très apocalyptique, intitulée « Le spectre de la guerre civile ». Et vous citez dans cette étude les propos tenus par le patron de la Direction générale de la sécurité intérieure, Patrick Calvar, qui faisait état de son inquiétude en mai dernier devant la commission de défense de l'Assemblée nationale. Je vais le citer, « Les extrémistes montent partout et nous sommes, nous, services intérieurs, en train de déplacer des ressources pour nous intéresser à l'ultra-droite qui n'attend que la confrontation, encore 1 ou 2 attentats, et elle adviendra. » Alors dans cette même étude, vous écrivez aussi que le spectre, je vous cite, de la guerre civile sur une base d'affrontements communautaires plane depuis un moment sur la société française et hante les esprits de toute une partie de la population. Alors pour l'instant en France, on a vu effectivement cette dernière année avec les attentats des actes anti-musulmans en augmentation, c'est vrai, mais pas d'attaque d'extrême droite qui serait comparable aux attentats. Est-ce que c'est vraiment la même chose, Jérôme Fourquet ? Non, alors bien évidemment, il y a une gradation, mais ce que disait Nicolas Lebourg tout à l'heure est tout à fait juste. Depuis des années maintenant, une part croissante de la société française vit avec angoisse l'immigration. Elle vit l'angoisse de l'immigration en pensant que la France n'est plus comme avant et que nous allons perdre nos valeurs, perdre notre identité. Ça, c'était avant la séquence attentat. À cela s'ajoute maintenant une inquiétude physique face à la menace terroriste qui est perçue comme étant une menace islamiste. Et si nous citions les propos de M. Calvar, c'est que dans toute une frange de l'extrême droite radicalisée, il y a la tentation des représailles à la suite des attentats. On pouvait se poser la question de ce qui se passerait en France après un troisième attentat massif qui viendrait encore un peu plus jeter de l'huile sur le feu. Ce troisième attentat massif, il a eu lieu à Nice. C'est très intéressant qu'il ait eu lieu à Nice parce qu'on est déjà sur une terre où les conflits communautaires identitaires sont extrêmement marqués. Il y a des quartiers très ségrégés et on a une extrême droite qui est très ancienne et très puissante à Nice. Et il se trouve que si une large majorité, plus de 70% de nos concitoyens craignent, redoutent ces attentats et ces attaques de représailles suite à des attentats qui seraient commis par l'extrême droite contre des commerces maghrébins, des mosquées ou des individus issus de l'immigration qui seraient agressés dans la rue, eh bien pour l'instant, la société française tient bon. Alors il y a certes des secteurs qui sont très chauffés à blanc, si vous me permettez l'expression, mais pour l'instant, et c'est intéressant de le constater, qu'il s'agisse de Nice ou du double meurtre du couple de policiers à Magnanville, dans le Val d'Oise. Dans le Val d'Oise, pardon. On est à chaque fois sur des territoires, si vous prenez Magnanville, c'est une petite commune où le Front National fait 40% et qui jouxte Mantes-la-Jolie avec le Val-Fouré, où il y a des tensions communautaires qui sont très très fortes. On a des attaques qui se produisent, et pour l'instant, et on peut dire heureusement, il n'y a pas eu de choc en retour, même si on voit que l'électricité plane dans l'air et que tout le monde redoute
ce genre d'événement. Alors, dans votre étude, Jérôme Fourquet, vous mentionnez aussi les violences anti-musulmanes commises en Corse à la fin du mois de décembre dernier, donc Oui. ce qui faisait suite à une agression contre des pompiers. Et alors, avec ce chiffre, 87%, dites-vous, des Français estiment que de tels événements pourraient se reproduire ailleurs. Alors là, on n'est pas dans des violences qui suivent, qui sont consécutives à un attentat, mais on est bien dans un climat d'affrontement, effectivement, entre des communautés. Est-ce qu'on peut réellement mettre sur un même plan ces types d'événements, cette violence communautaire, et puis ce qui serait une représailles, ou ce que l'extrême droite pourrait déclencher à titre de représailles contre les attentats? Alors, non, c'est pas sur le même plan, mais ce qui est intéressant dans ces chiffres, c'est le sentiment que ça la renvoie. C'est-à-dire que tout le monde redoute ce genre de violence. Et si tout le monde redoute ce genre de violence, c'est que on sait bien que dans des quartiers, on se regarde en chien de faïence, on ne se parle plus, et que la tension est palpable et latente. Vous avez eu de très nombreux reportages qui ont été faits auprès de personnes de confession musulmane ou issues de l'immigration au lendemain des attentats de Nice, à Nice ou ailleurs, qui vous disaient que le regard qu'ils sentaient porté sur eux avait changé, qu'il y avait une défiance qui était encore accrue. Donc on est aujourd'hui dans une société qui est extrêmement tendue de ce point de vue-là, et une des inquiétudes majeures du patron des services de renseignement comme du gouvernement, c'est que des représailles aveugles soient organisées. Soit dit en passant, et c'est peut-être pour ça qu'elles n'ont pas lieu, c'est exactement ce que cherchent les terroristes. Si vous prenez tous les écrits théoriques, si je puis dire, de Daesh ou d'Al-Qaïda, on cherche à enfoncer le ventre mou, pour parler comme il parle, de la société occidentale, qui serait la France, et en provoquant des attentats aveugles, de générer en retour des agressions contre la communauté maghrébino-musulmane, qui serait alors appelée à se désolidariser du corps national et à basculer du côté des islamistes. C'est peut-être aussi pour ça que un certain nombre d'individus qui seraient tentés, avec 36 guillemets, de se faire justice eux-mêmes, ne passent pas à l'acte parce qu'on répète à satiété que justement, c'est ce qu'attendent les islamistes. Nicolas Lebourg, depuis Perpignan, je voudrais avoir votre réaction sur ce que vient de dire Jérôme Fourquet. Cette crainte finalement des services de renseignement, est-ce qu'il existe aujourd'hui en France des groupes d'extrême droite suffisamment organisés, ou alors des individus suffisamment motivés, je crois que ce serait plutôt ça l'hypothèse que redoutent les autorités, pour déclencher des actions violentes, qui seraient des actions violentes d'extrême droite? Alors, sur la question de la mobilisation, il est certain qu'on a aujourd'hui un point brûlant idéologique. Il est atteint depuis plusieurs années, et il est certain, ce que dit Jérôme Fourquet est tout à fait juste, que chaque attentat, effectivement, réactive la fournaise. La question du point d'ébullition idéologique, on l'a. La question de l'organisation, vous avez lié les deux dans votre formule, je suis d'accord avec vous, elle est tout à fait différente. Les derniers groupes violents qui ont été arrêtés avant de commettre des actions violentes, c'était des anciens d'unités radicales qui ont été arrêtés après la dissolution. Il y en avait un qui voulait se faire sauter dans une mosquée sur la forme kamikaze palestinien, et d'autres qui voulaient faire une attaque avec des armes à feu. Ces gens-là ont été surveillés, arrêtés avant. Il n'y a pas eu d'action tellement là-dessus. La précédente crise de violence de l'extrême droite avec des attentats, c'est au début des années 90 avec un groupuscule néo-nazi qui était très bien organisé, qui faisait des faux attentats contre des immigrés en le signant du vrais attentats, en le signant d'une fausse organisation juive, et qui espérait ainsi pousser les uns contre les autres, et voir tout le monde s'éliminer. Donc il y a eu ce cas-là aussi. Et la dernière avance, c'est après la dissolution d'Ordre Nouveau en 1973, parce qu'une dissolution, ça doit être bien fait, sinon ça lâche des gens dans la nature. Et là, effectivement, il y a des gens qui vont être lâchés dans la nature et faire des actions violentes contre, vous citiez l'exemple, des bars fréquentés par des personnes issues de l'immigration afro-maghrébine. Donc, il y a eu des cas déjà, effectivement, comme ça, dans nos précédentes décennies de violence d'extrême droite. Aujourd'hui, donc depuis longtemps, on n'a pas un groupuscule organisé et qui souhaite passer à l'action violente. Les groupuscules, aujourd'hui, le bloc identitaire refuse tout activisme, c'est très très clair, c'est uniquement symbolique. Monter sur la mosquée, sur le toit d'une mosquée, c'est une chose, mais aucune action violente. Du côté de l'ancienne œuvre française qui a été dissoute en 2013 par Manuel Valls et qui s'est reformé cet automne, on n'est pas du tout sur ce genre d'optique, on est tout à fait entraînement physique, etc. Mais on n'est pas normalement dans une optique de passage à l'acte, c'est un vieux groupuscule qui a des habitudes, des process, le sens de l'ordre et de la discipline, pas des indisciplinés.
Je reviens vers vous. Vous êtes toujours avec nous par téléphone, Jérôme Fourquet. Je voulais vous poser une question. Vous êtes sondeur sur vos méthodes. Comment justement choisissez-vous les grandes questions que vous posez aux Français dans une étude qui s'intitule Le spectre de la guerre civile? Sur quels critères et comment faire entrer dans ces critères justement le sentiment d'exaspération, qui est quelque chose qui est de l'ordre du ressenti réellement, mais qu'on a pu voir par exemple à Nice après les attentats. Je fais référence aux huées qui ont accompagné Manuel Valls pendant la minute de silence en hommage aux victimes des attentats. Comment on fait pour mettre tout cela dans un système et poser ces questions quand on est sondeur, Jérôme Fourquet? Alors, le document que vous citez, hein, le spectre de la guerre civile, c'est une note de synthèse qui reprend et qui remet en perspective différentes données de sondage. Il n'y a pas eu un sondage spécifique qui a été fait sur le sujet. On essaie de remettre les choses en cohérence et on va piocher dans différentes études que nous avons réalisées récemment, qui ont été publiées à la demande et qui nous ont été commandées par des médias. On reprend différents éléments, on essaie de les mettre en cohérence. Bien évidemment, on a une responsabilité quand on est sondeur comme quand on est journaliste, c'est d'essayer de ne pas mettre de l'huile sur le feu, mais on a aussi une responsabilité sociale, c'est d'essayer de tendre un miroir à la société française et de poser et d'aller sur les thématiques, y compris celles qui sont les plus dérangeantes et les plus brûlantes. Or, ce qu'on constate là dans cette question du spectre de la guerre civile, dans notre introduction, je cite à dessein Patrick Calvar, parce que ça va me marquer en disant si le patron du renseignement intérieur publiquement emploie le terme de risque de guerre civile, c'est bien qu'il se passe quelque chose dans notre pays. Et d'ailleurs, quand on a posé ce type de questions aux Français, il y en avait plus de... Vous avez cité des chiffres tout à l'heure, 80% après les événements d'Ajaccio, plus de 75% quand on a reposé ce type de questions au printemps, qui pensent que ce genre de scénario pourrait se produire. Donc c'est ça qu'on essaye de mesurer le plus objectivement possible, en prenant tout un certain nombre de précautions. Alors, l'exaspération dont je parlais il y a une minute trouve ses relais dans le débat politique. Je vous propose à tous les deux d'écouter un extrait d'une intervention de Laurent Wauquiez, numéro 2 des Républicains, qui s'adresse au Premier ministre Manuel Valls. C'était dans la nuit du 19 au 20 juillet dernier à l'Assemblée nationale. Le débat que nous avons est totalement représentatif de la différence d'approche qu'il y a entre nous. Et pardon de le dire, mais c'est un gouffre. Vous, s'agissant de personnes, et je rappelle que dans ceux qui ont été à l'origine de très nombreux attentats terroristes au cours des derniers mois, il y avait très souvent des individus qui étaient surveillés par les réseaux de renseignement, qui étaient classés dans les fichiers S et qui, si vous aviez appliqué cette mesure, n'auraient pas pu passer à l'acte. C'est un moment aussi simple que ça. Votre réponse à vous, c'est laquelle? C'est celle que vous avez donnée. Convention européenne des droits de l'homme. Attention, nous allons porter atteinte à leur liberté personnelle. Attention, on ne peut pas prendre de mesures privatives de liberté. Attention, ça n'est pas compatible avec la Constitution. Mais changez le droit. C'est exactement ce que les Français vous demandent. Changez le droit. Ça fait 1 an et demi qu'on vous le demande. Changez le droit. Vous n'avez toujours pas compris. Vous êtes là pour nous dire on raisonne à droit constant, mais nous ne sommes pas là pour raisonner à droit constant. Nous sommes là pour vous dire prenez les mesures qui permettent de s'adapter. Et la vraie différence entre vous et nous, c'est que vous invoquez les libertés personnelles des terroristes. Nous, nous disons il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la République. Alors, Jérôme Fourquet, vous êtes toujours avec nous par téléphone. Je voulais vous faire réagir à ces propos de Laurent Wauquiez. Est-ce qu'on vient d'entendre un condensé de ce que risque d'être la prochaine campagne présidentielle? Alors, tout à fait. On voit que le débat se polarise de plus en plus sur ce type de questions. Alors, plusieurs éléments. D'abord, des différentes séries de sondages ont montré que dès après le Bataclan, donc novembre 2015, pour une première fois, la question de la lutte contre le terrorisme est passée en tête des priorités devant la question du chômage. On a pu penser à un moment que c'était ponctuel et que c'était lié à l'émotion suscitée par le Bataclan. Nous n'avions pas eu ce renversement de priorité après Charlie Hebdo. Au printemps, quand la situation sur le front du terrorisme, en tout cas en France, s'est un peu estompée, il y a certes eu les attentats de Bruxelles, mais en France, nous n'avions pas à déplorer de nouvelles attaques, cette question de la menace terroriste restait toujours première. Et cette pole position acquise par la lutte contre le terrorisme a encore été amplifiée après cet été sécuritaire, cet été terroriste, ce mois de juillet 2016,
puisqu'aujourd'hui, on a 60% environ des Français qui estiment que la priorité numéro 1, c'est la lutte contre le terrorisme, très loin devant la question du chômage. Alors, les choses peuvent peut-être un peu se calmer, si je puis dire, dans les semaines et les mois qui viennent, mais au moins pour ce qui est de la primaire à droite, qui va quand même colorer très fortement ensuite la présidentielle, cette primaire va se dérouler dans le climat que vous avez décrit, et le passage, l'extrait que vous avez passé à l'instant, la charge de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, déjà au mois de novembre 2015, après le Bataclan, demande l'internement des fichés. Donc aujourd'hui, on est dans un débat très clair, on retrouve un débat droite-gauche, entre défense d'un état de droit à droit constant, pour reprendre l'expression de Laurent Wauquiez, versus une droite qui dit, à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, et il faut adapter notre appareil législatif. On a sondé les Français sur à la fois les fichiers, donc question très pratique et très concrète, mais aussi sur cette question est-ce qu'il fallait bouger le droit ou il fallait garantir les garde-fous tels qu'ils existent aujourd'hui. Dans les deux cas, la réponse est très claire. On a à peu près 3/4 des Français qui sont sur la position qui est aujourd'hui celle de Wauquiez. Bien, merci beaucoup Jérôme Fourquet d'avoir répondu à nos questions. Nicolas Lebourg, depuis Perpignan, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que cette tentation autoritaire, parfaitement résumée par les propos de Laurent Wauquiez, traduit un glissement général dans la droite française? Et pour le dire peut-être de façon plus schématique, est-ce que Laurent Wauquiez a une grande partie de la droite derrière lui? Que Laurent Wauquiez, en tout cas, soit persuadé qu'il tient un discours qui traverse les droites et qui permettrait de rassembler autour de lui, c'est évident. C'est sa stratégie depuis plusieurs années. Il essaye effectivement de faire le grand écart sur un axe un peu dur. Ensuite, quand on écoute Laurent Wauquiez, il devrait être un peu méfiant, parce que vous savez, les fichiers S, ça veut dire donc les gens qui sont suspects de radicalité. Dans notre pays, il y a eu d'autres périodes suspects de radicalité. Il y a eu le terrorisme Algérie française. Moi, j'ai travaillé il y a 2 mois sur le fichier qu'avait fait la Direction générale de la Sûreté nationale des suspects, comme ça, l'équivalent de nos fichiers S d'aujourd'hui. C'est 1996 noms, ce fichier, et on y trouve un certain nombre d'hommes politiques et de journalistes qui sont pas très loin de Laurent Wauquiez. Donc, il faut savoir être un petit peu prudent dans la vie. Parce que c'est pas parce qu'on est radicalisé idéologiquement, bien évidemment, qu'on va passer forcément à l'action radicale. Qui plus est, les internements administratifs, c'est-à-dire, on vous enferme non pas parce que vous avez commis tel crime, tel délit qu'on a démontré, ce qui serait donc des libertés formelles excessives. Nous en avons eu des expériences dans notre histoire qui ne sont pas exactement glorieux. Donc voilà, d'abord, il faut resituer quand même un petit peu les choses sans polémiquer, c'est pas mon métier, mais tout de même être un petit peu prudent. Ensuite, oui, il y a cette idée profondément inscrite dans l'idée d'un certain nombre des leaders de droite qu'aujourd'hui, c'est le discours national autoritaire, un discours un peu néo-bonapartiste qui peut permettre de réussir. Alors, une fois de plus, c'est un petit peu délicat parce qu'on est dans un pays dont le système électoral est basé sur l'élection présidentielle, qu'un système électoral à 2 tours. Et quand vous dérivez trop loin d'un côté, vous perdez systématiquement de l'autre. Nicolas Sarkozy n'a pas perdu parce qu'il n'est pas allé assez loin sur les questions identitaires, comme disent certains. Ce n'est pas vrai lorsqu'on regarde catégorie sociale par catégorie sociale. Il a perdu de la dernière élection parce que il a lâché le travail, la valeur travail, comme il disait, ce discours qui était extrêmement fort et qui avait très bien fonctionné pour uniquement parler des questions identitaires. Et les lecteurs préfèrent toujours l'original à la copie. Ça marche à l'échelle européenne sur les 30-40 dernières années. Une semaine en France, Antoine Dulster. Et nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Lebourg depuis Perpignan pour la première partie de notre émission autour de cette question. La société française bascule-t-elle vers l'extrême droite? Nous retrouvons un autre invité par téléphone, Stéphane François. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous-même, je rappelle que vous êtes chercheur au groupe Société, Religion, Laïcité du CNRS. Alors vous êtes un fin connaisseur de l'extrême droite, en particulier dans le nord de la France, Stéphane François, une région qui a vu le climat politique se tendre très nettement ces dernières années, notamment autour de la question des migrants. Quelques mots peut-être sur des scènes tout à fait inhabituelles. On a pu voir ces derniers mois, je vais le dire entre guillemets, des rondes de surveillance autour des camps de migrants, organisés par des habitants en colère, rejoints ou plutôt débordés par des militants identitaires. Impossible de ne pas faire le lien avec le score de Marine Le Pen aux dernières élections régionales. Alors Stéphane François, cette problématique des migrants change-t-elle la donne dans le nord de la France? Oui et non. Je m'explique, pardon. Dans le nord de la France, il y a une attraction pour le Front National qui est quand même déjà très ancienne. Une vieille, quand je dis le nord de la France, c'est les Hauts-de-France
évidemment. C'est une vieille région touchée par les différentes crises, en désindustrialisation depuis le milieu des années 80. Et déjà à cette époque, il y avait, on va dire, un électorat précarisé, paupérisé, qui était attiré par le Front National. Donc déjà, premier contexte, on a ce qu'on pourrait appeler à la suite de Perrineau une sorte de lepénisme gauchiste. Ben, vous voyez ce que je veux dire, c'est voilà, un électorat très touché par la question sociale et par une xénophobie. Il y a plus de travail, donc il faut réserver le peu de travail qui reste aux nationaux. Donc voilà, premier contexte, on va dire historique. Deuxième contexte, effectivement, avec cette crise, j'aime pas trop l'expression de migrants, la plupart sont quand même des réfugiés. Des réfugiés, effectivement, oui. L'emploi du mot est toujours très polémique, on peut dire réfugiés, tout à fait, vous avez raison. J'ai toujours un peu de mal. Donc, deuxième point, l'arrivée massive de réfugiés avec des points de cristallisation comme à Calais, à Dunkerque, autour d'Arras, etc. Oui, effectivement, ça radicalise encore plus la population, sont des points. On a vu quand même, pardonnez-moi, je vous coupe, Stéphane François, on a vu quand même des scènes assez incroyables. Je fais référence évidemment à cette figure du général Picmal qui avait été arrêté au début du mois de février alors qu'il était à la tête d'une manifestation interdite, une manifestation organisée en France sous la bannière de Pegida. Voilà, est-ce que cela vous surprend? Est-ce que les identitaires restent mobilisés sur place depuis ce fait d'armes du général Picmal? D'accord. Il y a deux questions, donc je vais répondre à la première. Des officiers d'état-major très très à droite, ce n'est pas une nouveauté. L'armée reste quand même très conservatrice. Hein. Là, il faut peut-être aussi faire tomber un tabou. L'armée comme creuset de la laïcité, de la nation, de la République et tout ça, c'est bien, mais le racisme reste quand même latent chez certains officiers, même voire s'exprime clairement. Donc qu'un officier se trouve à la tête ou participe à ce genre de manif, non, ça ne me surprend pas. Il suffit de voir les manifs pour tous où vous aviez également des officiers. Bon là, c'est un côté plutôt vieille France, catholique, tradie, etc. Mais non, faut être honnête. Il y a une culture en France qui fait qu'un certain nombre de familles s'engagent dans l'armée ou ont des vocations militaires de génération en génération et qui sont monarchistes ou autres. Hein. C'est une vieille tradition. Ça ne s'en prend pas plus que ça. Ce mélange un peu improbable entre questions identitaires et questions sociales, est-ce que ça peut prendre de façon durable? Et est-ce que ça peut structurer un combat qui serait celui de l'extrême droite française? Pour moi, ces deux questions ne sont pas improbables, bien au contraire. Ce sont deux points qui vont ensemble. Je me souviens d'un vieux slogan identitaire, alors je sais plus si c'était de Terre et Peuple ou du Bloc à son origine, je crois que c'était Terre et Peuple, qui disait « il faut protéger les nôtres avant les autres ». Il faut aider les nôtres avant les autres. Tout est là. Tout est résumé dans cette phrase. Les nôtres, c'est qui? Ce sont les mêmes que nous, au sens ethnique. C'est-à-dire les Français, blancs, européens, voilà. Si on élargit, c'est d'abord défendre les nôtres, la race blanche, par rapport aux étrangers, à ceux qui ne viennent pas de chez nous. C'est une vieille logique, c'est du socialisme national. Nicolas Lebourg, j'aimerais entendre votre réaction depuis Perpignan sur justement cette mobilisation des réseaux extrémistes dans le nord de la France autour de ce mélange entre questions identitaires et questions sociales. Est-ce que ce mélange, je posais la question à Stéphane François, est-ce que ce mélange peut prendre, entre guillemets, sur tout le territoire, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi des réalités très contrastées? On sait que dans le sud-est de la France, il y a une logique Front National qui n'est pas la même que dans le nord de la France. Un mot peut-être sur ces logiques, justement, les logiques de ces groupuscules. Nicolas Lebourg. Alors, il y a plusieurs choses, parce qu'effectivement, il faut bien voir, si on regarde les cartes, par exemple, on va se rendre compte que dans le Nord, on va avoir certes beaucoup de présence immigrée et beaucoup de vote FN, mais si on regarde un peu plus finement, en fait, les cartes, on va comprendre que les zones où il y a beaucoup d'immigrés
Et les électeurs du Front National, les zones des électeurs du Front National, elles ont un point commun, c'est que c'est des zones avec une forte inégalité dans la répartition des revenus. C'est le point commun d'habitat entre les immigrés et les électeurs FN. Donc là, il y a une logique territoriale de concurrence sociale qui se font. Et également, dans ces territoires-là, on se rend compte dans des enquêtes d'opinion que lorsque le chômage monte, même les gens des classes supérieures sont plus hostiles à l'immigration, qui leur permet de faire encore du lien social avec les gens des classes populaires, qui effectivement vont être comme eux, comme disait Stéphane François, avec lesquels ils auront moins ce point commun ethno-national. Alors après, ce qu'il faut voir sur la question des groupuscules, du lien avec l'armée que vous évoquez, c'est vrai que par exemple sur les bureaux de vote, lorsqu'on regarde Jérôme Fourquet qui était là tout à l'heure à travailler là-dessus, autour des bureaux de vote où il y a une présence d'un casernement de gendarmerie, on a un fort vote Front National, et depuis les années 60, il y a effectivement une certaine tradition nationale catholique, c'était jadis ce qu'on appelait la cité catholique, qui était tout à fait forte chez les officiers. Le mouvement de Jean Housset, effectivement, très populaire dans les milieux catholiques. Voilà, dont Civitas, dont on a beaucoup parlé lors de la manif pour tous, c'est un lointain descendant, pour situer comme ça pour les gens. Alors, donc là-dessus, la question identitaire et sociale, effectivement, elle peut se faire, mais il faut bien voir qu'il y a une espèce de deal qui existe toujours. Quand on regarde à l'échelle européenne ce qui se passe avec les partis qui sont les partis aujourd'hui alliés de Madame Marine Le Pen, donc elle a choisi, elle, pas moi. Il y a un discours social qui, à chaque fois lorsqu'ils arrivent aux affaires, qu'ils participent à un gouvernement ou qu'ils soutiennent sans participation, il y a un abandon de la question sociale avec, au contraire, des politiques économiques qui sont dans le sens de l'eurolibéralisme et des politiques d'austérité ces dernières années. Et en échange, ils font adopter des politiques de fierté d'identité nationale et contre l'immigration. Donc en fait, aux affaires, dans l'opposition, l'extrême droite est identitaire et sociale, mais aux affaires, elle deal en fait la question sociale contre la question identitaire, contre la question migratoire, et c'est naturel, parce que dans une coalition, on abandonne toujours ce qui est accessoire pour soi, et la chose la plus essentielle, la plus importante pour l'extrême droite, ça va être cette question migratoire. Nicolas Lebourg, j'aimerais avoir votre sentiment sur une comparaison qui est souvent faite, à tort ou à raison, avec les années 30. Alors, attention aux comparaisons, évidemment, mais dans votre livre, Les droites extrêmes en Europe, coécrit avec Jean-Yves Camus, vous parlez de droitisation en expliquant que la crise économique n'est pas seule responsable de cette demande sociale autoritaire aujourd'hui dans le pays. Et vous parlez d'un démantèlement de l'État social, du recul de sa philosophie humaniste égalitaire, une ethnicisation, des questions et représentations sociales au profit d'un accroissement de l'État pénal. Ce terreau de l'extrême droite peut-il déteindre durablement sur le débat politique au-delà des succès électoraux du Front National ? Oui, je crois. Alors, pour la première partie de votre question, sur les années 30, on n'est effectivement pas dans les années 30. Il n'y a pas de retour du fascisme en Europe. Il n'y a pas un parti qui veut être un parti-État de masse, qui veut inventer un homme nouveau par une guerre impérialiste à l'extérieur, un État totalitaire à l'intérieur. Si vous demandez à Marine Le Pen si elle veut faire ça, elle aura les yeux qui sortiront de l'orbite et elle aura raison, ce n'est pas son projet. Il n'y a pas, ne revivons pas les années 30, c'est inexact. Par contre, effectivement, ce que vous dites, aujourd'hui, nous avons une représentation hégémonique de cette ethnicisation des représentations sociales. On parlait il y a 2 secondes du Nord. Il y avait une étude passionnante à Hénin-Beaumont, faite par Sylvain Crépon, qui montrait que de nombreux militants du Front National venaient du Parti communiste et du Parti socialiste, et c'est pas que les bords se rejoignent, c'est pas les rouges-bruns, tout ça, ça ne veut rien dire, ça n'existe pas les rouges-bruns, mais c'est des gens qui ont fait complètement leur, à ce moment-là, quand ils discutaient avec eux, l'idée qu'effectivement, les questions sociales sont des questions ethnique. Et si vous vous dites effectivement que toute la question sociale est ramenée à la question ethnique, là, à partir du moment où vous mettez le doigt dans cette pensée-là, la meilleure réponse, la plus logique, c'est celle de l'extrême droite. Celle qui sera la plus légitime si toute la question est de savoir réprimer un segment ethnique qui serait porteur de tous les maux. Stéphane François par téléphone, vous êtes toujours avec nous. Je voulais avoir votre sentiment aussi sur cette comparaison qu'on fait souvent, encore une fois à tort ou à raison, avec les années 30. Est-ce que cette montée des périls vous semble pertinente aujourd'hui pour qualifier la situation que nous connaissons ? Non. Non du tout. Je rejoins Nicolas Lebourg là-dessus. Nous ne sommes pas dans le même contexte des années 30. Outre les éléments qu'il a mis en avant et qui sont très pertinents, il y en a un autre à prendre en compte. Nous ne sortons pas de 4 ans de guerre totale. Voilà, c'est la matrice du fascisme et des années 30, c'est la brutalisation durant la Première Guerre mondiale. Les sociétés ne sont pas poussées à bout comme elles l'ont été effectivement. Non seulement elles ont été poussées à bout, mais l'ennemi a été totalement déshumanisé pendant la Première Guerre mondiale.
Pour les Français, les Allemands, c'était pire que des Boches, c'était des animaux qui sentaient mauvais. Et de l'autre côté, c'était pareil. Nous ne sommes pas dans ce contexte. Nous n'avons pas, après 4 ans de guerre totale, de milices paramilitaires, aussi bien de gauche que de droite, qui se baladent dans les rues, qui règlent les problèmes politiques à coups de matraque. Nous ne sommes pas dans le contexte des années 30. Par contre, il y a beaucoup de similitudes, beaucoup d'analogies avec le contexte de la fin du 19e. Je m'explique, c'est l'époque où, en France, on crée un empire colonial. C'est l'époque où la Troisième République, à peine naissante, est déjà fatiguée par un certain nombre de scandales, par une certaine médiocrité des hommes politiques. Et là, effectivement, on est plutôt dans ce contexte-là. Et de mémoire, c'était Olivier Dahr, très bon connaisseur de cette période, qui avait dit dans un article que le FN était la dernière des ligues de cette période. Et effectivement, là, on est beaucoup plus dans ce contexte. Pourquoi? Parce qu'il y a les éléments que je vous ai dit, mais en plus aussi, il y a la mondialisation. Alors, fin 19e, la mondialisation, c'était quoi? C'était les empires coloniaux qui se mettaient en place, mais c'était aussi l'arrivée de l'altérité. Et là, on se retrouve plutôt dans ce contexte-là Nicolas Lebourg, à bout de souffle. Nicolas Lebourg, sur ce que vient de dire Stéphane François, ces périodes de transition géopolitique qui favorisent la montée des extrêmes, ça vous semble pertinent comme grille d'analyse? Alors oui, puis on pourrait même surenchérir, parce que par exemple, en 1911, il y a ce qu'on appelle la génération d'Agadir, alors c'est lié à la parution d'un ouvrage, et il y a tout un débat politique et intellectuel qui est fait en 1911, donc 3 ans après la guerre mondiale, pour dire la jeunesse française, la société française ne croit plus aux valeurs libérales, aux valeurs de l'humanisme, mais c'est au contraire les valeurs de la force, les valeurs irrationnelles qui sont en train de monter. Vous voyez, c'est en 1911, le mot de droitisation n'existe pas, mais on voit un débat intellectuel. Et sur la question géopolitique, vous venez d'utiliser le mot. Vous savez, en fait, à chaque fois qu'on a un bouleversement géopolitique, on a une mutation des extrêmes droites. Le national-populisme, c'est-à-dire le courant auquel appartenait Jean-Marie Le Pen, il naît après la guerre de 1870. Comme le rappelait Stéphane François, le fascisme, il naît de la Première Guerre mondiale. Durant la Seconde Guerre mondiale, c'est le Front de l'Est en 1942 qui amène une mutation du fascisme et du nazisme sur un type européiste qui va rester. Le néo-populisme, tel que le fait Geert Wilders en Hollande et en partie Marine Le Pen en France, ça apparaît après 2001, cette manière de dire que l'extrême droite va défendre les libertés face à un totalitarisme islamiste, ce discours-là. Donc c'est les changements de régime géopolitique qui amènent à des mutations de l'extrême droite qui lui permettent de s'adapter et de présenter un nouveau projet de fermeture globale face à des avancées de la globalisation déstabilisante. Donc, on est dans un contexte avec la crise des migrants, crise des réfugiés, avec une crise économique et financière, avec une crise intellectuelle, avec une crise de la démocratie représentative, qui est et avec ce changement géopolitique que nous connaissons tous, qui est effectivement tout à fait propice. Et quelle peut être la solution pour les démocrates ? Est-ce qu'il faut aller sur le terrain justement des thèmes qui sont portés par les extrêmes droites et répondre point par point aux questions posées par l'extrême droite, ou est-ce qu'il faut au contraire proposer une politique différente? Alors, soumettez tout ça à votre... C'est toujours délicat. Ce qu'on peut observer, il y a 2 aspects qu'on peut observer. Ce qu'on peut observer, c'est que la reprise des thématiques des extrêmes droites par les partis autre que ceux d'extrême droite au départ, tel que ça se fait en Angleterre dans les années 60, alors qu'il n'y a pas d'extrême droite, ça va nourrir une extrême droite, et tel que ça va se faire dans tous les pays d'Europe, nourrissent à chaque fois un transfert de vote. Au contraire, ça relégitime les partis d'extrême droite, et c'était même la base de la stratégie du Front National dans les années 70, quand il est groupusculaire. François Duprat, qui invente la stratégie anti-immigration, alors que le Front National ne parlait pas d'immigration, il voulait s'opposer à la gauche et à ce que Jean-Marie Le Pen appelait le Front Populaire. On s'amuse quand on pense à l'émission de cette semaine avec Florian Philippot. Il dit, la droite viendra, ce discours marchera sur les catégories populaires, la droite voudra nous reprendre les électeurs, donc elle nous légitimera, donc on ne pourra plus dire qu'on est d'extrême droite, qu'on est des fascistes, etc. C'est même au cœur de la stratégie. Donc cette stratégie-là, en tous les cas, elle ne marche pas pour les hommes politiques. Ils continuent à se suicider depuis 40 ans en faisant ça. D'un autre côté, quand le peuple pose des questions, on peut parfois trouver que ces réponses sont un petit peu vigoureuses et que la question n'est pas forcément bien posée, mais ça participe bien évidemment de la démocratie. Ce n'est pas en refusant de répondre aux choses qu'on peut avancer. Par contre, la question c'est
quelle est la question? Parce que, certes, les gens disent c'est l'immigration, mais je vous ai dit tout à l'heure, quand on regarde, en fait, les cartes du vote au régional, ce qu'on voit profondément, c'est la corrélation entre le vote Front National et la question de l'aménagement du territoire. La métropolisation, la manière dont on a déshabillé les territoires ruraux pour concentrer toute chose sur les capitales régionales, ça n'a jamais donné lieu à aucun débat démocratique dans ce pays. Et quand on regarde les cartes du vote FN, on voit que c'est très violemment contesté. Donc le problème, c'est qu'on ne pose pas les questions de ce qui change la vie quotidienne des gens. On choisit que leur vie quotidienne, c'est uniquement la question du kebab, etc. Et c'est vrai que cette question-là, cette représentation ensuite, en fait, les gens protestent contre une orientalisation de l'Europe, etc. Ça bénéficie évidemment à l'offre politique d'extrême droite. Eh bien, merci à vous, en tout cas Nicolas Lebourg, et à vous aussi Stéphane François par téléphone, d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de la première partie d'Une semaine en France.